Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission chargée d'actualité brûlante. Et nous tenons à remercier l'ensemble de notre auditoire à travers le monde et leur fidélité. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Dahman Abdelrahman. Bonjour, Monsieur l'ex-conseiller de président français Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel que vous connaissez. Et nous sommes heureux d'avoir une personnalité qui a le verbe mais aussi qui a vécu au centre du pouvoir. La question qui est sur tous les lèvres et l'actualité oblige, c'est le dernier livre de Monsieur Bernard Bajolet, ex-patron de la DGCE mais aussi ex-ambassadeur de France en Algérie. Et il a mis le doigt sur un sujet que vous n'avez cessé de le dénoncer depuis plusieurs mois, plusieurs années, et que tout le monde le suit de près, ce qu'on appelle la corruption. Et lui, il parle de la corruption jusqu'au sommet de l'État, venant de la part d'une personnalité assez influente, qui s'est déclaré quand même dans ce livre toutes ces déclarations sont des déclarations personnelles qui n'ont rien à voir, bien entendu, avec sa fonction auparavant, soit au gouvernement, soit à la DGCE. Mais en tout cas, il a dénoncé avec force cette corruption que vous avez dénoncée depuis toujours. Comment vous voyez cette sortie brûlante de ce livre? Alors, écoutez, bien, je connais Monsieur Bajolet quand il était ambassadeur en Algérie, et ce livre, moi, ne m'impressionne pas. Qu'est-ce qu'il raconte de bien ou de mauvais? D'abord, c'est sa vie d'énarque, sa vie d'administrateur, sa vie d'ambassadeur en Irak, en Jordanie, dans les pays arabes, et sa vie en Algérie. Bon, d'une part, qu'est-ce qu'il consacre? Il consacre une vingtaine de pages à l'Algérie, où il dit un mot ou deux mots sur la corruption. Pas plus. Quand vous lisez ce que le livre, bien, c'est la vie de Monsieur Bajolet, qui est un homme sérieux, un homme respectable parce qu'il connaît très bien le monde dans lequel il vivait, et il a dénoncé la corruption. La corruption, bon, vous savez que la corruption, elle existe partout. Elle est au Maroc, en Algérie, en Tunisie, elle est en France à un niveau limité. Dans tous les pays du monde, il y a une corruption. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a une vingtaine de pages sur l'Algérie. Bon, sur l'Algérie, il dit ce qu'il connaît, il parle de son oncle qui est mort à Sétif pendant la guerre d'Algérie, d'un autre oncle qui était fer blanc. Et il nous décrit pratiquement ce qu'a été sa vie de serviteur de l'État. Bien, la corruption, lorsqu'il dit le mot corruption, elle est au sommet de l'État. Mais tout le monde le sait. J'aurais souhaité qu'un homme qui a été à la tête de la DGSE, bien avant lui, il y avait quelqu'un d'autre qui était mon ami, c'était le préfet Squarcini, qui était préfet de Marseille avant d'être nommé patron de DRG et de la DST par Nicolas Sarkozy. Et il parle aussi du voyage de Nicolas Sarkozy en Algérie 2 fois. Les 2 fois, j'étais avec Sarkozy, etc. Mais il ne nous dit pas qui sont ces corrompus qu'il faut dénoncer au sommet de l'État. Moi, rappelle-toi, dans deux des émissions, j'ai dit haut et fort. Exact. Quels sont les corrompus? Exact. Les corrompus, pour moi, au sommet de l'État, c'est d'abord le président de la République, Bouteflika, et son frère. Pourquoi? J'en cite 4 noms. Il y a un individu qui s'appelle Koulinev.
Il y en a un autre qui s'appelle Haddad. Il y a un autre qui s'appelle l'Almi. L'Almi, il vend des voitures de luxe et ce l'Almi spécial, je vous la donne aujourd'hui parce que vous avez besoin de savoir qui est Monsieur l'Almi. Il vend des voitures Mercedes, toutes les voitures de luxe en Algérie, et il a acheté à Paris la maison de Sarkozy. L'Almi a acheté la maison à Neuilly qui appartenait à Nicolas Sarkozy, qui est mon ami. Je l'ai jamais nié que c'était un ami. J'étais son conseiller et je continue à le défendre. Il a acheté sa maison et puis il a un jet privé où il part de Paris sur l'Algérie, etc. Voilà les corrompus qui sont au sommet. Ali Haddad, vous connaissez, il a acheté des hôtels en Espagne. En France, il a une société Boulevard Sébastopol où il fait des affaires. Et ces gens-là sont soutenus par qui? Koulinef aussi. Et quand on fait quelque part dans les Champs-Élysées ou avenue Montaigne, qui on rencontre? On rencontre Saïd, le frère de Bouteflika, avec les Koulinef et compagnie. Voilà ce que peut-être a voulu dire Bajolé, que au sommet de l'État, c'est des corrompus. Bien sûr qu'il y a qu'au sommet de l'État, il y a des ministres. Lorsqu'on apprend que la fille de Sellal et que son fils est milliardaire et qu'elle achète une maison avenue des Champs-Élysées, alors excusez-moi, c'est un ancien Premier ministre. Lorsqu'on apprend que M. Ouyahia, Premier ministre actuel de l'Algérie, et ce monsieur a des sociétés et qu'il a des enfants milliardaires et qui aussi roule en Mercedes à l'étranger et notamment à Paris et à Londres, ça aussi c'est un truc. Il y a Ali Haddad, je l'ai cité. Il y a Rabrab, le plus grand milliardaire, qui était un simple comptable. Et d'où vient cet argent? D'où? Ils sont des milliers. Et je peux en citer d'autres ministres, d'autres premiers ministres, etc., qui ont ruiné le pays. Un commentateur disait l'Algérie est orpheline. J'ai dit non, monsieur. L'Algérie n'est pas orpheline. C'est le peuple qui est orphelin. C'est le peuple algérien qui est orphelin, sans président, sans homme honnête, sans individu qui puisse dire les quatre vérités comme je suis en train de le dire. Et lorsque moi je vous dis que M. Bajolé a fait que dire un petit mot gentil, il aurait pu, lui, en tant que directeur de la DGSE, d'avoir tous les noms, toutes les fortunes qui sont installées. Lorsque vous avez la famille de M. Bouteflika et son frère, qui sont issus d'une famille la plus modeste d'Oujda, la plus modeste, et j'ai visité et j'ai vu où est-ce qu'ils habitaient, une maison, et la mère, elle était une femme qui travaillait dans un bar mort, et que ces gens-là ont des comptes aussi bien en Suisse qu'au Paname, c'est des millions. Pourquoi? Parce que j'ai connu ces deux individus, Bouteflika et son frère, à Paris, en 1982-83, qui étaient pris en charge par deux hommes que je connais, deux hommes de mes amis, Lakhdar Hamina, qui est un grand cinéaste, un grand Algérien, et un autre qui est M. El Hajdabi, ils les ont pris et qui les ont aidés. Mais n'oublions pas que M. Bouteflika, en 1978-79, a été condamné par le FLN, mis dehors du comité central pour avoir volé l'argent de l'Algérie. Et depuis, ce bonhomme-là est revenu en Algérie. Il a fait pire parce que non seulement il vole et il continue à voler avec son frère, et en plus en aidant des gens qui ne méritent pas. La question, Monsieur Dahman, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, très très fort quand même. Hein. Vous avez dit comme quoi l'actuel président de l'Algérie, M. Bouteflika, a été condamné par la FLN. Oui, il a été mis dehors du comité central
et on lui a donné un télé pour qu'il retourne, qu'il redonne l'argent de l'Algérie qu'il avait mis en Suisse à l'époque. C'était l'argent du ministère des Affaires étrangères qui restait dans un compte et qu'ils ont été détournés. Il a été non seulement condamné par le comité central, mis dehors du FLN, et il a quitté le pays. Et il est parti se réfugier où, d'après vous? Il est parti se réfugier à Casablanca, où le roi Hassan II lui a donné un appartement important que j'ai visité à l'époque, à Casa. Alors, écoutez, il n'a pas de leçon à nous donner, et moi, je peux vous le dire, parce qu'ils écoutent. Tout le monde est au courant que cette émission était en train de passer. Eh bien, si je mens, ici en France, il y a un tribunal. Il y a une justice. Et qui ne fait pas de cadeaux à des gens qui diffament. Moi, je ne diffame pas. Ce que je dis, il y a des preuves. Et ce que je dis sur lui, c'est Le Monde, le journal Le Monde, qui est un journal sérieux que je lis régulièrement depuis des années. Eh bien, il avait donné un article où il parlait des fonds mis en Suisse, etc. Un autre individu qui est aussi pourri que lui et qui est protégé, il s'appelle Chakib Khalil. Chakib Khalil, qui a été ministre et que M. Bouteflika est en train de protéger contre la justice italienne, qui le poursuit. Elle l'a poursuivi avec un autre individu qui est le petit-fils d'un autre ministre, c'est Bjaoui, qui habite actuellement aux Émirats. Alors, je pense qu'à mon avis, lorsqu'on protège les corrompus, c'est qu'on est soi-même déjà corrompu. Le peuple algérien souffre actuellement, souffre de cette honte, parce que le peuple algérien s'est battu contre le colonialisme. Nous avons... Oui. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît, vous avez dit un mot fort. Sincèrement, je tiens à vous le remercier par rapport à cette franc-parler que vous avez, que je connais personnellement. Même à travers cette émission. Aussi un mot fort. Toute personne qui souhaite contrarier les paroles de monsieur Dahman Abdelrahman, elle a le bienvenu de cette émission pour un franc débat avec lui et monsieur Dahman Abdelrahman en direct. Et moi, je mets ma main au feu, que cette émission, il aura de l'écho, mais aussi, ce sera une première pour dire le contraire de ce qu'il dit M. Dahman, qui n'a pas cessé de le répéter depuis toujours. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une dénonciation qui continue dans le temps et qui n'a pas bougé d'un iota. Elle continue à dénoncer cette corruption. Maintenant, vous avez parlé des gens corrompus, M. Dahman. Et vous avez dit que ce sont des gens protégés. La question qui se pose, sont protégés par qui? Écoutez, lorsque un Chakib Khalil, poursuivi par la justice italienne, et vous savez ce que c'est la justice en Europe, parce que quand on est poursuivi en Italie, on est poursuivi partout en Europe. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Qui peut protéger un individu pareil si ce n'est le président de la République en personne, M. Bouteflika? Pourquoi il le protège? Il le protège parce que c'est un parent, c'est un proche parent qui appartient à la même sphère de l'Ouest, de Ndroma, etc., et de Tlemcen. Alors, écoutez, moi, je respecte trop la justice française, et je sais que, moi, personnellement, lorsque j'avance un mot où je dis quelque chose, j'ai des preuves. Bien sûr. Je connais l'histoire de mon pays, parce que et personne ne pourra me reprocher. Je n'ai même pas 1 millimètre carré à moi en Algérie. Je n'ai rien, ni ici ni en France. J'ai été un responsable, un haut fonctionnaire de l'État de la Ve République, avec mon passé, le passé de mes parents qui sont des moudjahidines, des gens qui se sont battus. Ce n'est pas des enfants. Je ne suis pas un enfant de Harki, et encore moins, ni mes parents, ni mes trucs. Il y en a 5 qui sont morts, et qui sont morts à partir de 55. Ce n'est pas le cas de Bouteflika, ce n'est pas le cas de Bouchouareb. Bouchouareb, qui est un ministre de la Justice, l'un des plus grands corrompus, qui a une maison ici, dans le 5e arrondissement, juste à côté de Notre-Dame de Paris, et qui est le fils d'un pachaga. Alors, excusez-moi, le problème, c'est que l'Algérie
au point où elle est née, qu'est-ce qu'elle a eu pour avoir une indépendance avec des corrompus, avec des corrompus. Alors, celui qui a une preuve en disant que ce monsieur est corrompu, bah, qu'il le sorte. Qu'il le sorte. Moi, je dis, je suis prêt à affronter ces gens-là au tribunal. Vous savez, il y a des gens qui sont venus ici en France, qui sont passés devant le tribunal, ils ont été condamnés. Condamnés. Bon, alors, attention, la corruption, elle a ruiné l'Algérie. C'est Bajolé qui dit 50 milliards d'euros sont investis actuellement par des Algériens en France. Il n'a pas tort. Il suffit de voir tous les hôtels, tous les bars, tous les appartements, aussi bien dans le 16e, à Neuilly. Et quand je dis que l'appartement de mon ami Sarkozy a été acheté par l'Almi, un pauvre gars qui vend des voitures à Alger, des voitures de luxe, et qui prend, et d'où vient cet argent? Il va arriver ici en France, si un individu met 10 000 euros en banque, eh ben la banque, elle prend pas, elle va lui dire, il va falloir justifier d'où vient l'argent. Justement. Eh ben, j'aimerais bien que certains types comme l'Almi, comme Bouchouareb, puissent justifier d'où vient cet argent. Ben, nous vivons une période, M. Dahman, une période qui a été annoncée par le président Macron, hein, donc la traçabilité des fonds qui rentrent dans le pays, et notamment dans l'histoire de l'islam, hein, comme vous le savez mieux que moi. Alors, il y a un dossier comme celui-là. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de traçabilité? Non, écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein, et je n'ai pas peur que ce soit Macron ou X. Macron qui commence d'abord par tenir sa parole. Moi, je lui ai écrit d'une façon claire et nette et précise. Il n'a pas cessé de nous dire, avant les élections, avant qu'il ne soit protégé par Alger, parce que c'est Alger qui lui a donné le coup de pouce pour qu'il devienne président. Que Monsieur Macron nous a promis qu'il allait faire la chasse aux intégristes, aux terroristes et à tous les islamistes qui mettent en danger le pays. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Il s'est contenté à demander à El Karoui un rapport de 600 pages sur comment refaire le CFCN que déjà Sarkozy a mis en place et que j'ai contesté à l'époque où j'étais quand même son ami, son conseiller, en lui disant tu fais une erreur. Mais l'islam n'a pas besoin d'être colonial, il a besoin de laisser les musulmans s'organiser comme nous l'avions suggéré, rappelez-vous, dans votre émission avant pour Lyon, avant même que Kamal Khapan et Azdin Gassi ne mettent en place. C'est l'exemple. Exactement. Et c'était avec moi que nous avions discuté ça. Exactement. Moi, vous étiez le premier. Vous étiez vrai. Eh bien, que M. Macron se mette à chasser certains terroristes que nous connaissons et que moi j'ai déjà dénoncé et déposé plainte et qui sont à la mosquée de Paris. Et je le dis et le répète. M. Macron n'a pas tenu sa parole. Je n'ai pas à le croire. Bien que j'ai fait sa campagne contre l'extrémisme. Contre Marine. Voilà. Alors, revenons au dossier principal, Monsieur Dahman, si vous le permettez. La corruption. On a parlé de la corruption. Vous avez donné des noms. Et l'État algérien, comme vous le savez mieux que moi, il y a l'armée qui est au milieu. Et l'armée, il ferme les yeux, il n'agit pas. Est-ce qu'il a les mains clouées? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ayons des respects à une armée qui est issue de l'armée de libération nationale. Exact. Je ne suis pas de ceux qui tirent sur une armée qui défend des milliers de kilomètres de frontières. Là, il y a 1000 kilomètres avec la Libye, 1000 kilomètres avec l'Albanie. Et tout. Pour le moment, cette armée ne peut plus faire de coup d'État. Et vous le savez, depuis quelque temps, c'est fini dans le monde entier. On ne peut pas faire de coup d'État parce que ce n'est pas acceptable. Et le seul coup d'État auquel j'ai participé sincèrement, et tu le sais, c'est en Mauritanie où j'ai été avec Balkany. Nous avons été voir Abdelaziz qui avait fait le coup d'État pour savoir il l'a fait, pourquoi et dans quel sens.
personne ne peut accepter qu'une armée fasse un coup d'État. Bien sûr. D'autant plus que Trump lui-même a dit clairement et nettement à tous les États africains de se débarrasser des corrompus qui sont à la tête de l'Afrique. Et lorsqu'il parlait de corrompus, il parlait aussi de l'Algérie. Et je pense qu'à mon avis, aucun État dans le monde ne peut accepter que l'armée. C'est une armée républicaine qui laisse au peuple de se mobiliser. C'est au peuple algérien de se mobiliser et de dire, mettre dehors aussi bien Bouteflika que son frère, que sa mafia, et dire nous voulons un État démocratique, un État qui... J'ouvre une parenthèse. Je vous prie. Pour notre voisin du Maroc, qui dernièrement, le roi du Maroc, il n'y a même pas 2 ou 3 jours, a fait un discours solennel où il a vu le danger de la corruption. Lorsqu'il a vu que c'est un danger, eh bien, il a pris une décision. Même si elle n'est pas grandiose, elle a une valeur. Une réaction. En disant que le roi, il commence à se dire, oh là là, la corruption risque de mettre en danger la monarchie de 4 siècles et 70 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse marocaine que je dis comme vous. Exact. Mais je veux faire l'avocat du diable, M. Dahman, si vous le permettez. Ces derniers jours, comme vous le savez, vous l'avez défendu, vous l'avez énormément parlé sur votre page Facebook, donc j'incite, tout le monde regarde la page de Facebook de M. Dahman Abdelrahman, là où il y a énormément d'actualités. Il y a un certain nombre de généraux qui étaient soit mis à la porte, complètement ils n'ont pas le droit de sortir du territoire, mais c'est l'État algérien qui les a mis dans cette situation, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que cela signifie... Attends, je finissais s'il vous plaît. Est-ce que cela signifie que l'État algérien aussi a compris comme quoi battre ce danger, ou bien c'est une manœuvre comme d'autres? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. L'armée que je connais de près, et il y a des généraux, j'en cite un, Mjahed, le général Mjahed, qui a quitté l'armée, qui est un type respectable et qui n'a jamais pris 1 centime de l'argent de donner. Il y en a d'autres, certes, qui sont corrompus. Il y en a. Mais l'armée est assez forte pour les arrêter et pour les emmener vers un tribunal militaire. L'armée est jugée par un tribunal militaire. Elle n'est pas jugée par des juges. Exact. Alors, faisons confiance à une armée dans laquelle nous avons des amis. Moi, je vais vous dire, à Tafi, j'en cite un nom comme ça, j'en citerai d'autres aussi que je connais très très bien. Il y en a d'autres qui sont morts, comme la Mari, etc. Ils n'ont pas pris 1 centime. Et il y en a qui sont à la maison, ils sont en train de se marrer, ils attendent justement qu'un jour ou un autre, que enfin la justice qui est pourrie, la justice algérienne du Conseil supérieur, du Conseil d'État, jusqu'au tribunal d'instance le plus petit, est corrompue. Maintenant, il faut dire, lorsque je cite des gens de l'armée, il y a des gens sincères, il y a des gens qui sont capables de transformer le truc, et je l'écris, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, et je pense qu'à mon avis, il ne faut pas déstabiliser une armée qui a un travail énorme contre le terrorisme. Bien sûr. C'est une armée qui a un passé, qui a une histoire de taille, donc qui aura aussi une future. Mais la question qui se pose devant cette problématique que vous avez bien cerné quelque part, vous avez parlé comme quoi il y a de la corruption au sommet de l'État. Il y a une armée aussi, mais elle reste une armée d'État, mais même les corrompus sont poursuivis. Mais il y a un problème. Le problème, comment peut-on faire le changement du moment qu'il y a une crise d'élite? Non. La crise d'élite, il y a longtemps qu'elle existe. La crise d'élite, les élites qui sont des gens simples, honnêtes, ont quitté le pays. Je donne par exemple 15 000 médecins travaillent en France, d'origine algérienne. 15 000. Il n'y a pas un hôpital où il n'y a pas un grand professeur, où il n'y a pas des médecins qui sont là heureux de soigner des malades, etc. Et pourquoi ils ont quitté? Parce qu'ils étaient méprisés, ils étaient tabassés par
les agents des corrompus, notamment une certaine police au service de M. Bouteflika et compagnie, il y a des milliers de cadres, notamment dans l'enseignement, des agrégés de maths, de physique, de chimie, qui sont là en France. Ça, je m'en doute pas. Je m'en doute pas, M. Abdelrahman, mais je parle de crise d'élite politique au sein du pays, à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans un combat politique, il y a des élections, il faut qu'il y ait une personnalité politique de taille qui peut faire face à M. Bouteflika, qui est sur le pouvoir maintenant pour 4 voire 5, maintenant 5e mandat. Non, il n'y aura pas de 5e mandat. Ça, je peux vous le dire et vous l'affirmer. Le problème, il n'y a pas. Mais une élite, par exemple, pas plus aujourd'hui, j'ai publié sur mon Facebook, il y a des jeunes, des élites, ils sont en prison. Ils les ont mis en prison. Il y a un jeune, Touati, qui, le pauvre, a écrit 2-3 mots à partir de Londres sur Internet. Dès qu'il est rentré, ils l'ont mis en prison. Et je peux en citer plusieurs. J'en cite d'ailleurs dans mon Facebook. Alors, écoutez, l'élite qui est sur place, dès qu'elle dit un mot, il y a une police au service de ce monsieur corrompu, donc qui les arrête, et sans être jugés, ils sont transférés à Blida. Et ça, vous le savez. Donc, sont transférés à Blida, d'après ce que vous dites. Oui, sont mis dans les prisons à Blida. Donc, il y a une opération quelque part d'élite, si j'ai bien compris votre analyse. Mais il y a vous avez vu ces médecins qui ont été tabassés par la police il y a à peine un mois dans leur centre parce qu'ils manifestaient. Vous avez vu ces hommes politiques qui ont décidé d'aller contre le 5e mandat, qui ont été mis en prison ou enfermés dans un hôtel. Je n'invente pas, c'est la presse algérienne qui en parle. Juste un mot, si vous le permettez, M. Dahman, puisque vous le savez, au départ, nous avons programmé l'intervention du fils du Shahid, c'est Boudiaf, c'est Mohamed Boudiaf, le fils Nasser, qui vient de m'envoyer un SMS comme quoi il a un empêchement familial de taille. Il est obligé de se déplacer, donc il s'excuse par rapport à son absence d'aujourd'hui. Mais il nous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine aussi, d'ici 15 jours. Mais un mot sur Shahid Boudiaf de la part d'un ancien conseiller de la présidence française. Et je vais vous faire une confidence. Je vous prie. En ce qui concerne Boudiaf, avant qu'un de mes amis qui s'appelait Ali Haroun, ancien ministre des droits de l'homme, ne parte à Rabat pour aller lui demander de venir en Alger, il est passé à Oran, il est passé à Paris, on l'a vu, et à l'époque on travaillait avec un ami qui s'appelle Olivier Zéhar, on travaillait pour le compte de Gilles Ménage qui était directeur de la présidence. Eh bien, je peux vous dire une chose. Lorsque le 29 juin, oui, il a été assassiné à Annaba, vers midi et demi, 1h, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui était dans la salle, sur le champ, en me disant, Dahman, ils viennent d'assassiner Boudiaf. J'ai pris le téléphone avec Olivier Zahar et on a informé immédiatement Gilles Ménage qui a informé Mitterrand. Je peux vous assurer que Gilles Ménage a dit, mais Olivier, mais qu'est-ce qu'il raconte Daman? Il n'y a ni la PS, ni l'AFP n'ont annoncé la mort de Boudiaf. Et comment Dahman il l'a su? Alors, je dis, écoute, c'est un de ses amis qui se trouvait à l'intérieur de la salle, et je peux vous assurer, dès qu'ils ont su, il a fallu attendre 1 heure après pour que l'AFP diffuse la mort de Boudiaf, et le soir même, sur une radio, j'ai fait l'interview de l'Arbi Belkhir, qui était ministre de l'Intérieur, et je l'ai accusé, je lui ai dit, tu es derrière ce coup d'État, dis-moi, il m'a juré qu'il n'a rien à voir, en tant que ministre de l'Intérieur, n'a rien à voir avec la protection du président, c'est une autre section qui a la charge de la protection du président. Je peux vous assurer ça, je ne l'oublierai pas. Qu'est-ce qu'il vous a donné un nom ou pas?
parce que ça reste toujours quand même un dossier brillant, et en même temps, ça permettra à la famille Boudiaf de faire leur deuil. Je peux vous dire une chose, que s'il y avait un homme courageux et qu'il n'était pas complice avec toutes les morts d'avant 63 et après 63 et le coup d'État de Boumediene, pourquoi Madame Boudiaf Fatiha a été le relais entre Général Tawfiq et Boutef pour la prise en décembre 98 pour qu'ils prennent le pouvoir. Pourquoi Fatiha Boudiaf n'a pas continué avec M. Bouteflika de rechercher qui est derrière la mort de Boudiaf? C'est une question, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je vais la poser à M. Boudiaf. Je dis à Bouteflika, tu as bien négocié ton retour chez Fatiha Boudiaf à la fondation avec le général Tawfiq. Alors dis-nous qui est derrière la mort de Boudiaf. Et son fils, je connais de loin, Nasser, oui. Je lui demande, il y a mieux que la présidence de la République, c'est surtout défendre la mort de ton père. Et il aurait dû mettre en place le parti de son père au lieu de rester à Nice en attendant les beaux jours. Monsieur Dahman Abdelrahman, vous avez toujours, comme vous l'avez été et vous continuerez à l'être, un homme de franc-parler, un homme qui n'a pas peur. C'est une qualité rarissime dans notre époque. C'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous dans l'émission Arc-en-Ciel. Et comme vous l'avez bien dit, je le redis encore, toute personne qui souhaite échanger ou bien en débattre avec Monsieur Dahman Abdelrahman, il a la bienvenue dans notre émission. L'émission est ouverte à tout le monde. Et nos sincères salutations et amitié, c'est que la vérité qui prime pour nos amis algériens qui sont à l'écoute, mais aussi pour le reste du monde. Sid Dahman Abdelrahman, l'ex-conseiller, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. On donnera la parole tout de suite après vous à un homme de culture, un intellectuel de taille, M. Malik Boumediene, pour parler de ce grand Maghreb qui est en plein mouvement, en pleine tourmente entre corruption et aussi absence d'élite et problèmes sociaux. Sid Dahman, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive.